Un plateau sablonneux et presque entièrement boisé qui s'étend aux environs de Pontoise, 22 km de Paris, sur le territoire des communes de Méry-sur-Oise, Frépillon, Bessancourt, Pierrelet et Saint-Ouen-l'Aumône, un plateau d'environ 850 hectares. Les eaux d'égout de Paris, qui autrefois contaminaient le fleuve, fécondent aujourd'hui des étendues considérables de terrain, dont certains étaient jusque-là à peu près improductifs, et dont les autres, grâce à elles, voient plus que doubler leur production. Les ingénieurs de la ville de Paris se sont arrêtés à un système qui n'a pas dû leur demander de grands efforts d'imagination. Ils ont adopté le procédé le plus primitif, le procédé des temps de barbarie, celui qui consiste à jeter chez les voisins des ordures et des immondices dont on veut se débarrasser. Ils ont même résolu de jeter sur une partie du département voisin de Seine-et-Oise les eaux d'égout dont ils ne savent que faire. Ça commence par deux catastrophes. Les catastrophes, c'est l'épidémie de choléra de 1833 et puis de 1848. Ces épidémies ont fait beaucoup de morts et on savait qu'il fallait modifier le système sanitaire. Mais comment le faire? Puisqu'il fallait casser le vieux Paris médiéval qui sentait la pisse, l'urine. Haussmann arrive avec ses plans grandioses, gigantesques, fabuleux. Le plan d'Haussmann, c'était de faire des grandes avenues, d'après moi, pour des raisons sanitaires, principalement sanitaires, ou simultanément esthétiques, dans un but de faire un paysage impérial. Donc, dès 1855, le programme commence. On casse les vieilles maisons et on construit des avenues avec des égouts visitables. Mais dès que ces collecteurs se déversent dans la première boucle de la Seine, à hauteur de Clichy, on voit apparaître un phénomène de la boucle de la Seine qui va de Clichy, Saint-Denis, Argenteuil, Chatou et Marly. On voit apparaître des signes de détérioration de qualité de l'eau. Le premier exemple de pollution d'une grande rivière par une eau d'égout, c'est à Paris que ça se fait. Avec un phénomène qui était jusqu'alors inconnu, c'est l'apparition de bulles de méthane en été. Il se passait une remontée de ces sables fermentaires qui contenaient de la matière organique, et il se produisait des bulles qui sortaient, qui émergeaient, une sorte de geyser qui avait à peu près 2 mètres ou 3 mètres, nous disent les chroniques, 2-3 mètres de large, et ça sortait à la fréquence d'une bulle toutes les 2 ou 3 minutes. Les impressionnistes, c'est en gros 1870-1890. C'est la grande époque. Et les impressionnistes sont principalement sur la boucle de la Seine qui est polluée. Alors ce qui est intéressant pour nous, c'est de noter la Seine. La Seine ici, normalement elle est un petit peu plus bleue. La couleur a passé dans le tableau, mais la Seine était relativement bleue. Ce qui veut dire que Renoir l'a vue probablement bleue et elle devait l'être. C'est vrai qu'elle devait être claire, mais elle était polluée, extrêmement polluée en azote et en oxygène. Et l'année où les croquis ont été pris, c'est-à-dire en 80, eh bien, pendant plusieurs mois, il n'y avait pas d'oxygène à cet endroit. Donc pas de poissons et une odeur infecte qui émanait de cette Seine. Donc, cette scène idyllique n'est pas exacte. Mais c'est un parfait reflet d'une scène mythique. Et c'est vers ce mythe qu'on cherchera à tendre. Comment combattre ces défauts qui sont constatés, ces défauts catastrophiques qui sont constatés? Les défauts avaient été constatés dès 1860. Naturellement, les autorités avaient demandé aux responsables, la chaîne c'est Haussmann, Belgrand, et puis ses ingénieurs, bien sûr, d'essayer de trouver une solution pour combattre la pollution qu'il venait de créer, en quelque sorte, puisqu'il venait de l'enlever de Paris, mais pour la déplacer en Seine. Et Adolphe Mille, et donc sous les ordres de Belgrand, est sollicité pour étudier ce problème.
il avait voulu créer la ceinture de lait autour de Paris. C'est une histoire fabuleuse. C'est-à-dire qu'il voulait engazonner, enfin ils étaient déjà engazonnés, mais il voulait améliorer la production des herbes le long des fortifications, des glacis des fortifications qui entouraient Paris. Émile avait fait des essais d'irrigation avec des eaux de vidange diluées en vue de produire beaucoup d'herbes et en vue bien sûr d'installer des élevages de vaches qui auraient elles-mêmes servi à l'alimentation en lait de Paris. Il revient de cette expérience avec la persuasion, le préjugé qu'il faut associer agriculture et épandage. Il y a eu naturellement des attaques considérables contre les champs d'épandage dès qu'ils sont installés, attaques énormes. Ces attaques feront que le traitement des eaux de Paris sera retardé jusqu'au début du XXe siècle. Il y a d'abord Pasteur, les hygiénistes, parce que les hygiénistes viennent du style Pasteur, donc les bactériologistes viennent découvrir les bactéries il n'y a pas si longtemps, il y a à peine 10 ans, 15 ans, afin de découvrir le procédé de leur culture, de leur comptage, et de découvrir la signification pathologique. Et ils sont effrayés de comprendre que ce procédé a pour but de répandre des eaux d'égout, donc de répandre des bactéries potentiellement pathogènes sur des milliers d'hectares. Mais il y a une autre corporation qui est beaucoup plus puissante, c'est la corporation des maraîchers de la plaine de Montesson, qui eux font de l'agriculture avec de l'eau de Seine depuis très longtemps. D'ailleurs, il est malheureux, c'est de l'eau de Seine polluée. Mais on ne va pas si loin dans les discours. Ils disent que nous irriguons nos légumes avec de l'eau de Seine, alors que ceux qui font de l'épuration le font avec de l'eau d'égout directe, donc c'est dangereux, donc c'est toxique. Quand même, ça fait déjà 2 voix importantes. Ah, puis il y a eu la troisième voix contre, le troisième groupe de pression contre les champs d'épandage, ce sont les vidangeurs. Alors les vidangeurs, la corporation des vidangeurs, elle est en main de très gros capitalistes, d'entreprises très puissantes qui sont les précurseurs des entreprises des eaux actuelles, des entreprises qui ont des concessions de quartiers dans Paris pour avoir le droit d'exploiter les fosses d'aisance. C'est un métier qui est très vieux dans Paris. Alors, dans la suite des oppositions au tout à l'égout, au projet du tout à l'égout, finalement, le plus important, c'était les municipalités, car il s'agissait évidemment d'utiliser les territoires qui étaient le long de la Seine. Et les maires de ces villes se sont violemment opposés à ce projet. Ils ont fait des comités collectifs, ils ont échangé des lettres, ils ont évidemment communiqué avec la presse. Et ils ne voulaient pas de ce projet parce que, à leurs yeux, il diminuait l'avenir industriel de leur ville. Il diminuait nécessairement parce qu'il figeait le terrain dans une activité agricole et donc dans des revenus qui d'avance étaient fixés, n'étaient pas évolutifs. Les dégâts, les défauts, les perturbations continuaient de plus en plus, le scandale se répandait. Il faudra attendre la loi dite du tout à l'égout de 1894, qui alors, elle, est une très grande loi cadre, qui concerne plusieurs aspects et qui finalement résoudra le problème. La ville de Paris, de son côté, cédera une propriété qu'elle avait dans la région de Pierrelet. C'était une région qui avait été achetée au temps de Haussmann pour faire le cimetière municipal de Paris, la région de Méry-Pierrelet exactement. Et c'était un territoire intéressant qui pouvait servir de base de développement à une extension des champs d'épandage sur les terrains privés. Alors, pour ces travaux, il faudra nécessairement construire non seulement les émissaires, mais encore construire un pont pour franchir la Seine au niveau de Colombes et d'Argenteuil, et une usine de relevage qui devra relever cette quantité d'eau d'égout à la pression de 40 mètres de colonne d'eau. Or, nous sommes en 1894, à cette époque, construire une usine d'une telle puissance, eh bien c'est une gageure. Il n'existe pas dans la région parisienne d'usine de cette puissance. Donc ce sera la plus grosse usine de puissance mécanique installée
dans cette boucle de la Seine, à Colombes. On se trouve ici sur la rive opposée à Herblay, mais sur le territoire d'Herblay, juste en bord de Seine par rapport au jardin de Paris, au jardin modèle. Derrière moi, de l'autre côté de la Seine, vous avez donc la rue du Val, par où passe la branche d'Acher de l'émissaire général. L'émissaire général continue, lui, vers Triel, pour alimenter la zone de Triel-les Grésillons, et sur l'usine de Pierrelet pour alimenter toute la zone haute, dite de la Haute-Borne, la ferme de la Haute-Borne, qui est aussi une ferme de la ville de Paris. Ce jardin modèle du parc agricole d'Acher, qui s'appelle aussi le jardin de Paris. Alors c'est pas le premier du type, il y en avait déjà un qui avait été mis en place à Asnières pour la présentation des eaux épurées. Donc ce jardin a été construit en 1895, aux alentours de 1895. La principale chose à voir, c'était le drain avec l'eau qui donc est retournée en Seine, l'eau épurée par les épandages qui retournaient en Seine. Les gens traversaient donc pour venir voir ce jardin modèle. C'était un but de visite pour les gens de Herblay, Lafrette, Conflans. L'usine de Pierrelet, c'est une usine qui a été mise en service au 1er janvier 1900. Et cette mise en service terminait un programme d'assainissement qui avait débuté une dizaine d'années auparavant, avec la mise en service du parc agricole d'Acher en 1995 et la région de Triel en 1998. Donc en 1900, l'ensemble des eaux usées de la ville de Paris étaient traitées sur les champs d'épandage. Alors cette usine comporte 7 groupes. Elle permet d'alimenter 3 secteurs de refoulement qui correspondent à des plages d'altitude différentes. Pour chaque secteur a une vingtaine de conduites, donc une soixantaine de conduites, et sur ces conduites, on peut dire une bonne vingtaine de bouches d'irrigation à chaque fois. Donc c'est de l'ordre du millier de bouches d'irrigation sur la plaine de Miry-Pierrelet. La gestion de ces bouches d'irrigation est du ressort de celui qui a demandé l'eau, c'est-à-dire du ressort de l'agriculteur. Nous sommes en charge de gérer les robinets vannes qui permettent d'alimenter ou non alimenter chacune des conduites. Par contre, au niveau de la distribution sur le terrain, c'est l'agriculteur qui est responsable de son irrigation. Nous distribuons aux agriculteurs qui en font la demande, et au moment où ils en font la demande, il s'agit d'un travail saisonnier, la quantité d'eau dont ils ont besoin pour leur culture. Mon rôle personnel, moi, c'est de donner de l'eau aux cultivateurs, de fournir. C'est-à-dire qu'on me demande de l'eau et en proportion, je m'arrange pour leur donner suivant leur jour et les volumes disponibles. Ben, si vous avez mettons, une année qui est très très sèche, tout le monde veut de l'eau en même temps, ce qui est logique, parce qu'autrement rien ne pousse. Donc que ce soit aussi bien la ferme que les particuliers, ils en ont tous besoin quasiment en même temps. Les eaux d'épandage, c'est jour et nuit. Les cultivateurs en ont la possibilité toute la journée et toute la nuit, 24 heures. Pendant 24 heures.
C'était une ferme modèle. On l'appelle la ferme modèle de la ville de Paris. Cette ferme-là, disons, a été vraiment expérimentée à ces époques-là. C'était une expérience qu'ils ont faite. Le principe d'irrigation a eu lieu à ce moment-là. La ferme a été, disons, construite en 1900. C'est là que les premières terres ont été exploitées, mais en tant que culture élevage, surtout l'élevage. En 1920-25, je crois en 1925, je crois. C'est là qu'est arrivé tout doucement la culture maraîchère, quoi. Il y avait de beaux légumes. Nous ici, bon, c'était la ferme qui ravitaillait la ville de Paris, en légumes. Alors en choux, alors des camions de choux, et bon, du poireau et tout ça. Il y avait, combien qui faisait 3 tours au hall. Hein. Quand je suis arrivée à la Haute-Borne en 1939, j'ai mieux vous dire qu'il y avait du monde. Hein. Il y avait beaucoup de saisonniers. Hein. C'était dans les 400 personnes qu'il y avait ici. Il y a eu des Polonais, il y a eu des Siciliens, les Italiens, des Espagnols, puis alors beaucoup de Bretons avec leurs sabots, clic-clac sur la route. Ah oui, je suis d'ici, mais si, je suis breton, oui. Ma mère m'a ramené ici à l'âge de 4 ans, parce que toute la famille était ici, sauf le grand-père. J'ai passé toutes mes années ici, les années d'enfance, quoi. J'ai commencé par garder les corbeaux. Oui, ça consistait c'était au printemps, il y avait les petits pois qui étaient ensemencés, les champs de petits pois, et le système à pétards n'existait plus parce qu'ils n'avaient plus le droit d'avoir des pétards pour leur faire peur. Alors on mettait des gars comme moi, des jeunes garçons, à surveiller les corbeaux pour les empêcher de manger les petits pois. Alors après les petits pois, on allait faire du binage, du sarclage, enfin avec des petites binettes. Quand j'ai été un peu plus vieux, on m'a donné un cheval avec une bineuse pour aller biner dans la plaine. Et puis après, après ça montait, on nous donnait 2 chevaux pour faire du labour. À l'époque, il n'y avait pas de tracteur. Il n'y avait que des chevaux et des bœufs. Mais enfin, après, j'ai abandonné les chevaux et je suis parti travailler à tâche, ce qu'on appelait faire repiquer, faire des repiquages. Des repiquages de choux, de poireaux, de céleri, enfin, tout ce qu'on repiquait, quoi. Alors après, je suis parti à l'irrigation. S'occupait des eaux, quoi. Nettoyer les rigoles, irriguer, quoi. Moi j'étais maraîcher. J'avais 6 hectares sur la route de Besancourt. Ça c'est la pelle d'irrigation avec la clé pour ouvrir la bouche. Alors ça c'est les fameuses gamelles, les gamelles à borner. Quand on avait fini de repiquer, on mettait de l'eau tous les 2 rangs et on bornait 2 rangs à la fois, quoi. Une gamelle d'eau à chaque chou ou à chaque céleri ou à chaque ce qu'on plantait, quoi. C'était de la fabrication de la maison. Hein. Une vieille casserole, des boîtes à conserve qu'on en manchait, voilà. Ici, il n'y a jamais eu de salade, il n'y a jamais eu de radis, enfin des choses qui se mangeaient crues, comme ça. Ce qui n'était pas le cas à Pierrelet, par exemple. Parce que normalement, c'était interdit de faire des légumes qui se mangeaient crus. Et pourquoi ? Et pourquoi, on ne sait pas, parce que c'est certainement à cause de l'eau. Hein.
Parce que nous, on arrosait avec on appelait ça les eaux d'égout. Et bon, pour eux, c'était pas propre, à un tel point que ça a été loin, qu'ils voulaient carrément nous empêcher de... Surtout de faire tout ce qui se mangeait crudité. Alors donc c'était carottes, salade, persil, céleri, puis quoi encore, c'est tout, hein. Bon, oui, tout ce qui était crudité, oui. Alors là, ils nous empêchaient vraiment, hein. Ah, je faisais un peu de tout, hein. Je faisais toutes les sortes de marchandises que je pouvais vendre, quoi. Ah oui, j'avais, je sais pas, un créneau de 12-13 variétés à vendre. Et puis à faire pousser en même temps, quoi. Ah oui, il y avait beaucoup d'artichauts, oui. Ah là 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 là, oui. Ils s'en faisaient, tout le monde en faisait, quoi. Nous, c'est de l'artichaut qu'il faut qu'il soit mangé tout de suite, hein. C'était pour ça que on n'était pas loin de Paris. Et puis on les vendait bien, hein, dans ce temps-là, hein, quand même. Ça, c'est la cueillette des artichauts. Alors ça, c'est mon cousin, ça, c'est ma mère, mon frère. Alors on débardait les artichauts avec les hottes dans les artichauts, forcément, pour pas les esquinter. Ouais. Alors ça, c'était c'était au Longret. C'était sur la route d'Épluche. Alors ça, vous voyez, on débarde des artichauts à dos. Alors là, on monte à l'échelle, le long du tombereau, pour vider les artichauts, les hottes dedans. Et voilà qui vide. Il n'y a pas de mystère, hein. C'est la tête au soleil et les pieds dans l'eau, hein. Ouais, mais il y a été un moment qu'on n'en pouvait plus en avoir. La tête au soleil, les pieds dans l'eau, là, c'est le truc des artichauts, ça. Ah oui, oui. Mon père, c'est pareil, quand il était petit, il avait, je sais pas, 17-18 ans. Il revenait des Halles et il dormait dans la maraîchère, parce que si on appelait ça une maraîchère, dans ce temps-là, c'était... Il dormait dans la maraîchère, puis le cheval, il connaissait la route, il revenait à Pierre tout seul, hein. On partait le matin, enfin dans la nuit, on partait à 1h30 du matin pour être bien placé. Et puis on plaçait, à l'époque c'était pas rue de Turbigo, c'était à Pointe-Saint-Eustache. Et puis on commençait à vendre à 3h du matin. Il faut le temps qu'on nous place, et puis après il faut aller charger le camion. Et on vendait à 3h du matin jusqu'à au moins 6h. On était beaucoup avec Sarcelles, les gens de Sarcelles. Quoi encore? Cergy. Oui, Cergy. La Gourneuve. On était beaucoup mélangés. Et puis, je sais plus, en 68 67. 67, on a trouvé des places de marché à acheter à Puteaux, puis c'est de là qu'on est parti à Puteaux. Avant, à Pierret, ça sortait la marchandise, hein. C'est que, c'est pas pour dire, mais il en a sorti des tonnes, hein. Il n'y avait pas de maïs, hein. Non. Avec la ferme de la Haute-Borne, tout ça, c'est impensable ce qu'il pouvait sortir, hein. Moi, je me rappelle, quand j'étais petit, je voyais les camions de la ferme de la Haute-Borne qui montaient devant chez nous. Et ils étaient complètement pleins de petits pois, hein. Et ça en fait des hectares, hein, dans un camion comme ça, hein. C'est pareil, dans ce temps-là, il y avait beaucoup de gens qui arrivaient de Paris pour travailler dans les champs. Puis il y avait des tâcherons. Alors je sais pas, moi, sur la place à Pierret, il y avait peut-être 50 ou 100 ou 200 personnes. C'était des tâcherons qui travaillaient pour plusieurs cultivateurs. Et puis pour les repiquages et tout ça, quoi. Et puis ils venaient chercher, je sais pas moi, une vingtaine ou une trentaine de personnes. Et puis le soir, ils les payaient dans la pièce. À Pierret, pour vous situer un peu, il y avait plus de 100 cultivateurs. Hein, ça allait de 5 hectares jusqu'à 25-30 hectares. Il y avait Brolier qui réparait donc les harnais. Il y a eu 3 forgerons, 3 maréchaux ferrants. Pour la rentabilité des exploitations, il n'y a rien eu de tel que les eaux d'épandage. Depuis 1900 et tout ça. Alors les meilleures années, c'était entre les deux guerres. On peut dire que depuis 1950, je vous dis, de 100 cultivateurs, on s'est retrouvé à
à 20, à 10, et maintenant il n'en reste plus que 5, hein, qui ont beaucoup plus de grandeur, de terrain évidemment, mais l'interdiction de faire des légumes, soi-disant qu'il y a du plomb qui empoisonne la terre. Donc maintenant, vous voyez, la plaine, c'est du maïs. C'est pas autre chose que du maïs. Qu'ils aient analysé, qu'ils aient trouvé du plomb, moi je veux bien. Jusqu'à nouvel ordre, mes 2 grands-pères sont morts à plus de 80 ans et ils ont toujours mangé des légumes de Pierrelet. La probabilité d'une pollution des sols est apparue en 95 ou 96, puisqu'en fait on avait demandé au SIAP de faire des analyses de sol préalablement à un dossier de régularisation de ces champs d'épandage. Et là on s'est aperçu qu'on dépassait les normes, disons, qui sont liées aux épandages de bout de stations d'épuration sur quasiment tous les points de mesure qui avaient été demandés. Les eaux qui sont arrivées sur la plaine ont perdu leur charge en matière organique et en même temps les charges en éléments lourds, métaux, ont augmenté. Personne n'avait rien remarqué. C'est une chose qui est quand même bizarre, c'est toute la quantité de la population qui travaillait là-dessus, personne n'avait rien remarqué. Le médecin n'avait rien remarqué non plus. J'avais posé la question au médecin de Pierrelet, est-ce que vous avez vu un doute? Il m'a dit aucun doute. Surtout que les paysans disparaissaient d'eux-mêmes. Il n'y avait pas la raison de faire un cinéma pareil. Non. Pour avoir un maraîchage compétitif, on demande beaucoup moins de surface, mais on demande un travail intensif de la terre. Et souvent maintenant, avec des méthodes hors sol, on a des productions bien supérieures à ce qu'on obtient avec un système d'irrigation qui est un petit peu dépassé, puisqu'en fait, ici, on inonde la parcelle et on laisse ressuyer, alors qu'on sait très bien qu'un système par aspersion, des choses comme ça, sont beaucoup plus performants. Avant les problèmes d'interdiction, on avait à peu près 250 hectares de maraîchage, fin 98, sur la plaine, avec une quarantaine de maraîchers. On a réussi, en fait, se réinstalleront en fait moins de 10 maraîchers qui seront relocalisés sur une surface qui fera peut-être même pas 100 hectares. Ils sont relocalisés à proximité, soit à l'extrême bout des champs d'épandage, dans les zones non épandues, comme Méry-sur-Oise, ou dans la plaine du Plessis-Bouchard, où on a créé un espèce de pôle de maraîchage. Nous sommes éparpillés maintenant sur 3 sites. Nous avons un petit site sur le Plessis-Bouchard, un site sur Méry-sur-Oise, et puis un site sur Saint-Ouen-le-Maune, Vaud, à cheval sur les 2 communes. Il faut adopter le profil, on est là, mais on sera ailleurs demain. On est un peu nomade. Nous passons énormément de temps sur la route, parce que de l'exploitation pour aller au Plessis-Bouchard en tracteur, il faut compter 30 minutes minimum. Les jours de marché sur Beauchamp, comme on a traversé le Beauchamp à faire, c'est infernal, il faut prendre des petites routes. Quand on vient par ici, c'est minimum 20 minutes de transport. Puis ça nous fait énormément de route, parce que comme ce matin par exemple, nous avons commencé par couper le persil au Plessis-Bouchard, persil simple. Après nous sommes venus ici, ils ont fait les salades. Et puis s'ils veulent couper, si cet après-midi on coupe des épinards, c'est sur Bessancourt. Donc nous avons énormément de déplacements à faire pour couper la marchandise et pour travailler. Les premiers indices de dégradation qu'on a pu constater sur la plaine sont liés en fait à la création de la ville nouvelle, puisqu'en fait la ville nouvelle s'est agrandie avec les zones d'activité, notamment la zone d'activité de Saint-Ouen-le-Maune. Ces développements de la ville nouvelle ont imposé la création de nouvelles infrastructures, dont on voit la 184, bientôt la 115, et qui fait qu'on a eu un mitage de l'espace de cette grande plaine de 2000 hectares au départ. On arrive maintenant à une plaine qui fait plus que 1200 hectares. Ah oui, petit à petit ça grignote tout autour, hein. Ah oui, oui. Bah oui. Ah bah oui. Parce que nous, dans cette rue-là, c'était des champs encore. Ah oui, oui, oui. Où c'est qu'il y a les HLM à Pierrelet, moi j'avais une petite pièce là. J'ai labouré, j'ai travaillé tout ça là. Où c'est qu'il y a les HLM, hein. Nous, on n'aime pas trop tout ça, on veut pas être dans le béton, on n'aime pas trop la pollution, on n'aime pas toutes ces choses-là. Alors, on aime bien la verdure, on aime bien l'espace surtout, et petit à petit, ça se resserre autour de nous et on est pris d'un engrenage
de pollution, de bruit, de tout ça. Mais bon, on est comme tout le monde. Il n'y a pas d'autre terrain ailleurs. On est bien obligé de rester là. Et puis nos enfants vont à l'école ici et tout. Donc on est pris dans un cercle vicieux, c'est qu'à le dire. Hein. Il est bien évident qu'il y a eu un grignotage de la plaine, hein, dû à l'agrandissement de toutes les communes un petit peu autour, c'est Saint-Ouen-l'Aumône, Pierrelet, Herblay, etc. Mais ce grignotage officiel devrait s'arrêter, puisqu'en fait les communes sont dotées de plans d'occupation des sols et qui doivent respecter le schéma directeur de l'Île-de-France qui a mis l'ensemble de la plaine sous haute surveillance en fait, avec coupure verte et obligation de garder un aspect naturel. Quand je suis arrivée moi, à Bessancourt il y a 16 ans, je suis venue m'y installer parce que justement il y avait une qualité de vie, un espace de respiration. Je me suis rendu compte en me promenant avec mes enfants dans la plaine qu'il y avait des drôles d'odeurs, plutôt nauséabondes. Et je me suis renseignée auprès des exploitants agricoles qui là ne disaient pas grand-chose, ne voulaient pas trop en parler, ça avait l'air tabou. C'était pas tellement l'eau qui sentait, c'était le gaz qui s'était accumulé dans les conduites, qui sortait en premier, qui était chassé par l'eau. Et c'est surtout là qu'au départ, c'est là que ça sentait. Mais après, nous, on ne se rendait pas compte. Bon, quelqu'un passait sur la route, évidemment, qui n'était pas habitué, ça sentait, on ne peut pas dire le contraire. Mais pour nous, jamais rien senti. On ne sentait pas. Le problème des odeurs ont fait que cette plaine elle a été désertée en fait par la population. Les gens qui veulent prendre l'air, qui habitent Bessancourt dans des immeubles par exemple, ils vont dans la forêt, ils ne vont pas dans la plaine. Et la plaine depuis, elle n'est plus utilisée par les habitants. L'eau qui circulait dans les sillons, dans les cultures, c'était de l'eau marron. Bon, je ne vous fais pas de dessin, c'était clair. L'eau maintenant qui est épandue depuis 2 ans, c'est de l'eau qui est clarifoculée. Qui est pré-traitée simplement, ce n'est pas un traitement biologique, mais c'est un pré-traitement qui fait que l'eau est claire, elle est transparente et il n'y a plus d'odeur. Donc c'est comme ça peut-être qu'on arrivera à faire en sorte que les gens reviennent. Mais il n'y a pas que ce problème-là des eaux, il y a le problème aussi de l'aspect visuel et les décharges et dépôts de toutes sortes sont vraiment quelque chose qui font que les gens n'ont plus envie de venir s'y promener, malheureusement. Ce qu'il faut, c'est occuper l'espace, mais que ça coûte le moins cher possible aux contribuables. La seule alternative, en fait, c'était d'essayer de maintenir l'agriculture et elle permet d'avoir une présence dans la plaine. Bon, il faut bien savoir que le maïs, c'est un pis-aller, puisqu'en fait, les gens ne viennent qu'au semis et puis à la récolte, il n'y a pratiquement pas de travaux qui accompagnent la culture du maïs, en fait. Comme on le dit souvent entre nous, on est sur une plaine hautement surveillée et on doit avoir les maïs les plus contrôlés de France.